Très bien. Notre première séance traitera des thérapies innovantes de coagulation, une révolution. Notre premier conférencier est très connu de tout le monde. Je voudrais souhaiter la bienvenue très chaleureuse à David Page, ancien président de la Société canadienne d'hémophilie, champion des troubles de la coagulation du Canada. Il va nous donner un aperçu de ces thérapies de coagulation novatrice. Merci beaucoup. Merci de cette invitation à ouvrir ce symposium. Voici donc mes divulgations d'intérêt. Ma formation universitaire, c'est donner des cours de première, deuxième, troisième année. Donc, c'est par expérience que j'ai appris. C'est assez simple. Alors, bon, c'est comme ça que les choses sont. Mais je vais essayer de faire de mon mieux dans ces circonstances. Alors, de quoi je vais parler, de quoi je ne vais pas parler? Je vais parler des thérapies de remplacement du facteur actuel. Alors, je reviendrai plus tard dans la session 4 pour parler de la thérapie génétique, puisque je ne vais pas en parler maintenant. Alors, je voudrais parler également des thérapies qui sont en cours de recherche. Et je ne parlais pas des thérapies de non-remplacement de facteurs. Je ne parlais pas non plus des trois l'antithrombine, l'anti-TFPI et l'antiprotéine. Alors, je commence ma présentation. Voilà. Les thérapies de remplacement. Bon, c'est ce qu'on appelle EFA. Bon, il y a un nom très compliqué à prononcer. C'est ce que l'on appelle le BIV-V0001 et qu'on appelle de plus en plus aux États-Unis Altuvio. Bon, je ne devrais pas le dire, mais là, c'est un nom qui fait penser à un grand joueur de baseball. Enfin, les trois. Alors, EFA, elle repose sur la technologie FC Fusion. C'est un petit peu la même chose que l'Octate. Alors, ce qu'a fait Sanofi, c'est ajouter des polypeptides externes pour traverser, en fait, la limite de demi-vie du facteur von Willebrand. C'est la demi-vie du F8 pour 40 heures comparé à 18-19 heures pour les autres produits demi-vie prolongée et 12-14 heures pour les produits demi-vie standard. Ça a été approuvé par la FDA des États-Unis en février 2023 et ça va être soumis à Santé Canada pour que ce soit en fait admissible pour les prochains appels qui pour la Société du sang pour accès 1er avril 25. Donc, normalement, 24, ça devrait pouvoir évoluer. Avec une infusion intraveineuse de 50 unités internationales par kilo une fois par semaine, ça fait 100% de facteur 8 comme niveau, 40% de niveau F8 après le 4e jour et 15% après le 7e journée. Donc, c'est une amélioration considérable par rapport à ce que l'on a actuellement. La recherche montre en fait qu'il va y avoir une réduction du niveau de hémorragie comparée à la prophylaxie précédente, une amélioration de la qualité de vie et des observations articulaires, moins de douleur, pas d'inhibiteur dans 159 ppm. Bon, la posologie serait une fois par semaine. Ce sera la première fois que l'on arrivera vraiment à le faire, alors que ça fait longtemps qu'on essaie de le faire avec le facteur 8. Comme je l'ai dit, c'est 4 jours sur 7 pour donc une saturation normale avec donc un creux à 15% au jour 7, taux d'hémorragie annuel très bas et amélioration de la qualité de vie et du point de vue des articulations, également des améliorations. Alors, nous pouvons passer maintenant des thérapies sans remplacement du facteur. BIM8, je ne sais pas comment ça se prononce pour l'hémophilie A. C'est un anticorps monoclonal bispécifique qui mimique le facteur 8 activé est tout à fait similaire à emicizumab. Dans les essais, on a vu un bon contrôle de l'hémorragie
soit avec ou sans inhibiteur, un potentiel du niveau du facteur 8, pas de thrombose, pas d'événements adverses délétères graves et pas d'observation d'anticorps antimédicaments. On en est au niveau des essais de phase 3, avec frontières 2 et 3, dans 30 pays, avec 350 participants, chez des gens avec hémophilie, incluant effectivement tous les âges, tous les niveaux de gravité de l'hémophilie A, et chez les hommes et chez les femmes. Et ça devrait être terminé complètement, ces études, avril-mai. Alors, les avantages pour ceux avec et sans inhibiteur du facteur 8, injection sous-cutanée une fois par semaine au moins, une bonne protection, pas trop de pics ni de creux, meilleure protection contre les hémorragies et très, très peu de niveaux d'anticorps antimédicaments. Quelques désavantages, c'est simplement pour l'hémophilie A, c'est pas pour tous les problèmes de coagulation, ne peut pas être utilisé pour saignement ou hémorragie active. Ça peut nécessiter à fuite dans les cas donc d'hémorragie et pas d'activité pour, pas de pic pour les activités à risque élevé. Ainsi donc, le principe, c'est d'essayer, comme avec les produits de facteurs, c'est d'essayer de retrouver l'équilibre hémostatique. Alors, au lieu d'améliorer, d'ajouter quelque chose, on retire, vous vous souvenez en fait des maths, du calcul élémentaire, moins. Si tu es négative, ça donne un positif. Est-ce que deux anti, ça permet d'avoir un positif? Alors, est-ce que l'absence du facteur 8 et 9 combinée avec une réduction de activité anticoagulante réduite produira donc une hémostase sûre? Alors, fituciran serait le premier produit. C'est un anti-antithrombine. Ça fait 6 ou 7 ans que l'on fait des essais là-dessus. Moi, ça fait au moins 10 ans que j'entends parler. C'est un agent, c'est un petit agent interférent, réduit l'antithrombine, promeut la thrombine. Ça permet donc de promouvoir la thrombine. Ça améliore l'hémostase en absence du facteur 8 ou 9 et pour le traitement de l'hémophilie AB avec le sens inhibiteur et peut-être pour les autres troubles de la coagulation. Et c'est simplement une injection sous-cutanée une fois par mois. On est rendu à la phase 3 avec 79 patients sans inhibiteur, un TSA faible. Difficile de compter les saignements, mais ce qui est plus important encore en matière de données, c'est que 66 des patients n'ont pas eu de saignement sur une période de 8 mois. Mais il y a eu des niveaux d'ALT élevés chez un tiers des patients et 2 cas d'événements thromboemboliques, c'est-à-dire des caillots sanguins indésirables, ce qui a entraîné un changement de schéma posologique. Il y a eu aussi un décès avec des doses répétées de facteur 8 et de phimosocérane, ce qui a mené à l'apparition d'un caillot dans le sang et le décès d'un jeune patient. Un autre essai en phase 3 sans inhibiteur. Jusqu'à présent, on a un faible TSH chez la moitié des patients et la moitié des patients, aucun saignement en 8 mois et des niveaux d'ALT élevés chez un quart des patients et aucun caillot sanguin indésirable. Le prochain essai, c'est avec et sans inhibiteurs âge 12 ans et plus pour comparer avec les soins actuels et cela devrait se terminer d'ici une couple d'années. Ensuite, nous allons parler des anti-TFPI. Cette image vous explique tout, n'est-ce pas? Les anti-TFPI, ce sont des anticorps antimonoclonaux qui se lient aux inhibiteurs de la voie de thromboplastine tissulaire. Donc, plus de thrombine, meilleure coagulation et plus de facteur 8. Mais il y a eu des essais avec des variations d'anti-TFPI avec Vivosimox et Bax 499 qui se sont terminés en 2020 après des cas de thrombose.
Alors, nous avons concizumab pour commencer. Il y a eu 4 événements de thromboembolie lors d'essais cliniques précoces qui ont mené à des stratégies d'atténuation. Essais cliniques en phase 2, taux TSA de 4 à 6, donc assez faible, mais pas si faible que ça. Essai phase 3 avec un TSA un peu plus faible, 63 des patients, aucun saignement. La grande nouvelle, et c'est assez surprenant, c'est que ça a été approuvé par Santé Canada, premier pays au monde, le mois dernier pour l'hémophilie B avec inhibiteur pour les hémophiles de 12 ans et plus. Un petit groupe, mais un groupe pour lequel il n'y a pas beaucoup d'options de traitement efficaces. Je crois qu'il y a 3 ou 4 patients dans le pays. Deuxième anti-TFPI, c'est le marstacimab. On est un petit peu en retard par rapport aux essais cliniques, au calendrier, donc pour la phase 2. On parle d'une injection sous-cutanée une fois par semaine, alors que concizumab, c'est une fois par jour, un faible TSA. Là aussi, peu d'événements indésirables, par exemple douleur au site d'ingestion, et ici, pas d'événements thromboemboliques, pas d'anticorps anti-médicaments, et on est rendu à la phase 3 des essais cliniques. Et ensuite, le troisième anti, Serpine-PC, vous le voyez quelque part dans ce diagramme, donc protéine 6, c'est un antiprotéine C, un autre anticoagulant dans la cascade de coagulation. Alors, il s'agit d'un inhibiteur de protéase sérine recombinant qui réduit le niveau de protéine C activée dans la circulation. C'est le petit nouveau de la famille qui arrive à peine à la phase 2 des essais cliniques. Et vous voyez quelques données ici. Injection sous-cutanée tous les 4 semaines. Aucune évidence de thrombose jusqu'à présent avec ce produit, agent de rééquilibrage, et bien toléré également. 2 anticorps anti-médicaments, mais qui n'étaient pas neutralisants. Faible TSA ici aussi, on voit à peu près la même proportion de participants qui n'ont pas présenté de saignement sur la période et on débute les essais cliniques phase 2 maintenant. Alors, c'est pour les hémophilies A et B sans et avec inhibiteur. Ensuite, les agents de rééquilibrage. Les avantages, c'est une injection sous-cutanée une fois par jour, par semaine ou par mois, peut traiter toute une gamme de troubles de la coagulation efficace pour les inhibiteurs facteurs 8 et 9, protection équilibrée, donc pas de pic et de creux, et il y a une belle protection sanguine. On ne peut pas vraiment comparer cela avec ce qui existe sur le marché, mais d'autres études plus importantes en feront la démonstration. Mais bien sûr, il y a aussi des désavantages. Le principal étant très évident dans ces essais, ce sont les cas de thrombose. On ne veut pas donc échanger un problème pour un autre problème. Donc, ce n'est peut-être pas adapté pour certaines personnes qui présentent plus de risques de problèmes cardiovasculaires, ne peuvent pas être utilisés pour traiter les segments actifs et on peut devoir avoir recours à des facteurs en cas de saignement. Alors, de la recherche à l'accès. Combien de temps me reste-t-il? 1 minute? Très bien. Alors, je vais sauter certaines diapos. Je voulais juste vous montrer que ça prend beaucoup de temps pour passer de la recherche à l'accès. Il y a 4 ans, on était ici lors du dernier rendez-vous et imsicimab n'était pas encore disponible pour les gens avec inhibiteurs. Les thérapies géniques n'avaient pas été approuvées. On en était simplement aux essais préliminaires. Ça change vite, mais parfois pas si vite que ça. Voici une petite image du labyrinthe du processus d'évaluation, la voie vers le paiement, n'est-ce pas? Pour vous rappeler que les inhibiteurs, ça a pris 9 mois avant de pouvoir avoir accès à ces produits et de 28 à 36 mois pour les non-inhibiteurs. Voici ma dernière diapo. La conclusion, c'est qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, des points d'interrogation, à savoir si ces produits seront homologués, pour quelles indications seront-ils homologués et quand seront-ils approuvés. Mais vous pouvez vous tenir au courant. Il y a des produits dans les pipelines sur notre page, sur le site Web. On fait le suivi et il y a le consortium européen qui a une belle revue qui se fait tous les 2 ans avec beaucoup de détails sur les annonces, sur comment tous ces produits avancent dans le pipeline. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup.